mission constitutionnelle d'un élu national, provincial et même un sénateur est de contrôler l'exécutif et élaborer des bonnes lois. Voilà qui justifie une fois de plus l'objet de votre émission Le Siège pour en savoir un peu plus sur le travail de vos élus. Mesdames et messieurs, bienvenue et voici le siège qui reçoit pour vous ce jour Luquin Kassongo, député national, qui nous explique comment élaborer une loi. Mais avant tout, mesdames et messieurs, passons d'abord à notre rubrique Parole à la base. Veuillez suivre dans ce baladeur les réactions de la population sur ce concept de loi. Bon, la loi, normalement, ça sert. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par la loi? La loi sert pour que le respect de part et autre avec le bien soit en place. Et craindre aussi le mal. La loi, personnellement, c'est qu'un principe établi juste pour orienter. C'est une réglementation de la manière dont on mène la vie. L'important de la loi, c'est tout ce que sont les principes que je parlais, c'est ça son principe. Hein. Donc il faut que la vie soit guidée par une réglementation, sinon il y aura un désordre. C'est d'avoir le respect, le bien d'autrui, bon, et puis savoir vivre avec tout le monde, bon, éviter donc les conflits. Sans loi, il faut toujours la loi pour que la vie soit réglementée. Même député national, ceux qui ont voté la loi, il y a moins de marché pour que tout le monde ait la loi. Les Quinois expliquant avec leurs mots qu'est-ce qu'une loi. Recevons le député national Luquin Kassongo, président honoraire de la commission PAG à l'Assemblée nationale, pour d'amples explications. Merci madame de la question. Je réponds honorable Luquin Kassongo Madiavita. Je suis professeur d'université, avocat au barreau de Lubumbashi, député national réélu de la circonscription électorale de Kaminaville dans la province du Haut-Lomami, présentement à Kinshasa en session ordinaire de mars 2021. Voilà, et comme député, je suis président de la commission politique, administrative et juridique honoraire et présentement deuxième vice-président de la même commission. La loi n'est rien d'autre qu'une règle édictée par l'autorité publique qui ordonne ou qui défend, à laquelle obéissance est due à tout le monde. Qui dit règle dit seulement une ligne de conduite que l'État trace. Cette ligne de conduite autorise un comportement ou interdit un comportement à laquelle on demande à tout le monde de respecter. C'est ce qu'on appelle la loi. Mais quand c'est une loi, elle doit être respectée. Lorsqu'on ne la respecte pas volontairement, elle doit s'imposer. Le processus ou la procédure législative a plusieurs étapes. La première étape de l'élaboration de la loi, c'est l'initiative. Et quand vous lisez l'article 130 de la Constitution, cet article dit que l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député ou à chaque sénateur. Et cette même disposition a été reprise dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
à son article 41, qui répète la même chose que l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement ou à chaque membre du Parlement, qui dit chaque membre du Parlement, il doit s'agir d'un député ou d'un sénateur. Et lorsque on initie une loi, il y a deux concepts qui sont utilisés. Le gouvernement et le Parlement ou chaque député ou chaque sénateur. Donc, les lois ne proviennent pas de la même source. Lorsque la loi provient du gouvernement, on appelle ça projet. Lorsque la loi provient du Parlement, qu'il s'agisse de l'initiative d'un député ou d'un sénateur, on appelle ça proposition. Mais c'est le même contenu, c'est la même procédure, presque dans les étapes, mais à la seule différence. Lorsqu'il s'agit d'une initiative d'un député ou d'un sénateur, il y a une petite spécificité, une petite différence dans la procédure que le projet de loi. Parce qu'une fois la loi est déposée à l'Assemblée nationale par un député ou au Sénat par un sénateur, le bureau, notre règlement a prévu une procédure plus détaillée. La première étape, après la réception de la loi par le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a un bureau d'études, il y a une administration organisée en la matière qui doit faire le premier examen. Et le bureau prend le soin d'envoyer la loi ou la proposition de loi au bureau d'études qui est composé des chevronnés de la matière, qui doit faire un premier examen, parce que la loi a des aspects. Il y a l'aspect forme, il y a l'aspect fond. C'est là où on peut déjà à ce niveau-là décaler une loi. On est dit que la loi ne remplit pas certaines conditions. La première condition, la loi doit avoir une base constitutionnelle. Parce que c'est la Constitution qui prévoit les matières qui doivent faire l'objet d'une loi. Mais lorsque la Constitution n'a pas prévu que telle matière relève du domaine de la loi et qu'un député fait une proposition dans ce sens-là, on va examiner et on va retourner ça. On va dire que non, la loi qui est déposée par le député ou par le sénateur n'a pas un fondement constitutionnel. Donc ça s'arrête là. Si la loi a un fondement constitutionnel, il y a d'autres questions qu'on va se poser. Est-ce que la loi est rédigée dans les normes? Il y a ce qu'on appelle la légistique. Comment l'enchaînement des articles, comment les chapitres ont été enjacés, et lorsque le bureau d'études estime que toutes ces conditions ont été respectées, le bureau d'études fait ses observations au grand bureau. S'il y a à corriger, on transmet les observations à l'initiateur de la proposition de loi pour améliorer. Mais si la loi est déjà rédigée en bonne et due forme, le bureau de l'Assemblée nationale prend la latitude de transmettre cette proposition au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'en imprégner et faire les observations. Pourquoi on le fait? Parce que la loi, une fois adoptée, ne doit pas être exécutée par le Parlement. C'est le pouvoir exécutif qui doit mettre en application la loi, en exécution la loi, raison pour laquelle, comme c'est une initiative qui vient du député, ça doit aller au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'en imprégner. S'il y a les observations à faire, le gouvernement fait aussi ses observations et on retourne les observations du gouvernement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et l'Assemblée nationale ou le Sénat, selon le cas, transmet les observations à l'initiateur. L'initiateur a la possibilité de tenir compte des observations du gouvernement si elles sont fondées ou de passer outre. Et une fois cette étape franchie, d'abord je voulais aussi expliquer, le gouvernement n'a pas le temps de rester éternellement sans faire ses observations. La loi ou la Constitution impose un délai. Le délai est de 15 jours à dater de la transmission, de la réception de la proposition de loi par le gouvernement. Le gouvernement dispose de 15 jours pour faire les observations et les retourner à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Parce qu'il n'y a que les autorités, les responsables des institutions qui communiquent entre eux. Et il n'y a que le Premier ministre. Quand on dit gouvernement, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas le Premier ministre, c'est l'ensemble de tous les membres du gouvernement qui concourent à l'initiative de la loi. C'est pourquoi, quand on retourne et on envoie la proposition, on s'adresse au Premier ministre,
Il y a une commission de loi au gouvernement, c'est cette commission qui doit travailler en lieu et place du gouvernement et les autres membres du gouvernement doivent endosser ce que la commission a préparé et le Premier ministre envoie. Quand on adopte la loi dans l'une des chambres, la version adoptée doit aller dans l'autre chambre parce que nous avons un parlement bicaméral qui a 2 chambres. Et les 2 chambres font le même travail. Et si ça a commencé au Sénat, dès que le Sénat adopte, le Sénat ne doit pas envoyer à l'Assemblée nationale la version initiale qui était l'initiative du gouvernement ou la proposition d'un sénateur. Le Sénat va envoyer à l'Assemblée nationale la version qu'il a adoptée. C'est cette version qui va arriver à l'Assemblée nationale et c'est cette version que nous avons considérée comme test martyr sur base duquel nous devons maintenant faire notre 2e examen. Et quand les 2 chambres adoptent la loi, on peut adopter ça à des termes différents. Là aussi, la loi prévoit le mécanisme de sortie. Nous avons 2 chambres. Chaque chambre est libre d'examiner la loi selon ses techniciens. Il n'est pas dit que telle ou telle chambre est liée par le vote opéré par l'autre. Et on peut adopter la loi à des termes différents. Dans ces cas-là, on organise une commission mixte. Donc là où il y a le délégué du Sénat, le délégué de l'Assemblée nationale, qui vont se rencontrer, chaque chambre va amener sa version, et on va comparer les 2 versions, dire si les autres avaient voté à de tels termes, pourquoi vous avez adopté dans ce sens-là, on échange, et chacun défend sa position. La position qui est mieux claire doit être endossée par les 2 chambres. Mais il peut arriver aussi qu'à la fin de tout ça, il n'y a pas un compromis entre les 2 chambres. Les divergences persistent. Dans ces cas-là, la loi a prévu que c'est la version qui a été adoptée par l'Assemblée nationale qui doit considérer comme la dernière version à transmettre au président de la République pour promulgation. Maintenant, dès que c'est adopté, les 2 présidents disposent de 6 jours. C'est l'article 137 et 136 de la Constitution. Ils disposent de 6 jours pour transmettre la loi qui a été adoptée au président de la République pour promulgation. Là aussi, je voulais donner un éclaircissement. La loi ne devient pas la loi le jour qu'on l'adopte au Parlement. Elle n'est pas encore une loi. Quand on adopte au Parlement, c'est comme une grossesse qui est en train de suivre les étapes. Et la loi ne deviendra loi que le jour que le président de la République va la promulguer. La promulgation, c'est l'acceptation de la loi par le président de la République qui la certifie qu'elle est conforme à la Constitution et autorise qu'elle puisse être maintenant exécutée. C'est ça la promulgation. C'est l'acte de naissance de la loi. Donc, avant la promulgation, il n'y a pas la loi. La loi voit le jour avec la promulgation qui est la signature par le président de la République. Le président de la République ne signe pas pour signer. Le président de la République signe lorsqu'il certifie que cette loi remplit toutes les conditions et constitutionnelles et les conditions légales pour qu'elle soit une loi. Dans ces cas-là, il promulgue. Et là également, il y a une petite précision à donner parce qu'il y a plusieurs types de lois. Il y a les lois constitutionnelles, il y a les lois organiques, il y a les lois ordinaires. La procédure n'est pas la même. Et les lois constitutionnelles, c'est tout ce que nous avons dans la Constitution. Toutes les dispositions qui sont contenues dans la Constitution, c'est ce qu'on appelle les lois constitutionnelles. Mais c'est dans la Constitution qu'on a prévu les autres lois. Et là, la Constitution elle-même, il y a là où elle parle de lois organiques, là où elle parle de lois tout court. Donc, une loi organique n'a pas la même procédure que la loi ordinaire. Pour la loi organique, après l'adoption par le Parlement et la transmission auprès du président de la République pour promulgation, le président de la République doit envoyer la loi à la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'après l'arrêt de conformité de la loi à la Constitution, de la loi organique à la Constitution, que le président de la République peut promulguer. Lorsque la Cour constitutionnelle relève que la loi n'est pas conforme à la Constitution, le président de la République doit annexer la loi qui a été adoptée par le Parlement
avec les observations de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour une seconde délibération. Dans ce cas-là, on conforme la loi à la volonté de la Cour constitutionnelle qui est chargée de faire le contrôle de constitutionnalité des lois. Et après cette étape, si la loi est conforme à la Constitution pour la loi organique, le président de la République doit la promulguer. Et l'article 137 de la Constitution donne aussi un délai. On ne peut pas laisser au président de la République la main libre d'agir selon son bon vouloir. Et on donne 15 jours au président de la République, c'est l'article 137. Il dispose de 15 jours pour promulguer la loi qui a été adoptée par le Parlement. Et s'il ne le fait pas, et il ne justifie pas pourquoi il n'a pas fait ça. Parce que nous avons dit pour la loi organique, il y a l'étape de la Cour constitutionnelle qui intervient. Le président de la République doit dire qu'il n'a pas promulgué parce qu'il attend encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour constitutionnelle a déjà rendu son arrêt de conformité et le président de la République n'agit pas, dans ces cas-là, la loi a trouvé un mécanisme pour ne pas bloquer la République. La loi doit être considérée comme promulguée par le président de la République. Et après l'étape de la promulgation, parce que la promulgation, nous avons dit que c'est l'acte de naissance de la loi devient exécutoire. Ce qui est exécutoire, ça peut déjà s'appliquer. Mais la loi n'est pas encore obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est ce qui demande, qui doit s'opposer à tout le monde. Et c'est comme ça qu'après la promulgation, il y a une autre étape qui est la publication au journal officiel. La loi... La Constitution de la République a donné le pouvoir à chaque institution. On a donné à chaque institution les missions spécifiques. Et le Parlement n'a que pour mission de voter et de contrôler voter les lois et de contrôler les gouvernements et les dépendants du gouvernement qui sont les responsables des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. C'est ça notre mission. Quand nous avons adopté, on a transmis au président de la République. Le président de la République promulgue. Il appartient au gouvernement qui a pour mission d'exécuter la loi, de pouvoir la vulgariser, la faire connaître au public, parce que c'est la mission d'exécuter appartient au gouvernement. Mais il arrive des fois que les lois adoptées ne sont pas vulgarisées et par conséquent, le public ne sait pas qu'il y a l'existence de loi, il n'y a même pas de contenu de la loi. Et dans la Constitution, on voulait que les lois, une fois promulguées, doivent être traduites dans les 4 langues nationales. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas une forte vulgarisation. Il y a que certaines lois qui sont vulgarisées. Généralement, ce sont les ONG qui s'impliquent, qui s'invitent dans la fête pour faire la vulgarisation des lois. Mais l'objectif, lorsqu'on publie la loi au journal officiel, c'est pour que cette loi soit vulgarisée. Vulgariser la loi, qu'elle doit être portée à la connaissance du public. Mais ce n'est pas la mission du Parlement. Le Parlement est limité à ce point de vue-là. L'État est divisé en 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui est exercé par le Parlement. Et notre Parlement, je vous ai dit, a 2 chambres. C'est un Parlement bicaméral. Nous avons la chambre de l'Assemblée nationale et le Sénat qui constituent le Parlement. Mais ici, chez nous, nous avons un exécutif bicéphale qui a 2 têtes. Le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui a pour mission d'exécuter les lois. Ce n'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. Parce que même dans l'initiative de loi, on ne dit pas que l'initiative de loi appartient concurremment au président de la République, au gouvernement et à chaque membre du Parlement. Non. On dit que l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement et à chaque membre du Parlement. Donc, dans la procédure d'élaboration et d'exécution de loi, le président de la République intervient que d'une manière indirecte. Pour nous, il intervient que pour promulguer la loi. Et aussi, la publication de la loi relève de la présidence de la République. À cette étape, il intervient. Mais en ce qui concerne l'exécution de loi, lui n'est pas responsable au Parlement. C'est pourquoi c'est celui qui a mission d'exécuter la loi que nous devons nous contrôler au Parlement, parce que la loi émane de chez nous et nous envoyons à celui qui a mission d'exécuter et nous venons avec les contrôles. Mais lorsque les lois ne sont pas appliquées, moi je ne dis pas qu'il y a seulement la responsabilité du gouvernement ou du pouvoir exécutif,
il y a également la responsabilité du pouvoir législatif, parce que le pouvoir législatif n'a pas que la mission de voter les lois. Le pouvoir législatif a également la mission de contrôler si les lois qui ont été votées sont exécutées selon la volonté de la loi ou du législateur lui-même. Mais c'est là où nous disons par moment, le Parlement ne fait pas valablement ce travail de contrôle. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs lois qui sont adoptées, qui ne sont pas exécutées. Mais là aussi, il faut savoir que le pouvoir d'appliquer la loi ne revient pas au gouvernement. C'est le pouvoir judiciaire qui a pour mission de faire appliquer les lois, parce que nous avons dit que la loi est toujours accompagnée d'une sanction. Ce n'est pas le gouvernement qui doit infliger les sanctions, c'est notre pouvoir qui intervient en cas de non-respect de la loi, c'est notre pouvoir qui intervient pour imposer la loi, la rigueur de la loi. Je suis au Parlement depuis 2012 et j'ai été initiateur de plusieurs lois. Et aujourd'hui, nous avons la loi sur les architectes. C'est mon initiative. Vous voyez, les années 2012-2013, on a constaté dans la ville les maisons qui s'écroulaient. Et en échangeant avec les techniciens du domaine, ils nous avaient dit qu'il y avait un vide à la matière. Tout le monde s'improvisait architecte, tout le monde s'improvisait ingénieur. Avec comme conséquence, il y avait les pertes en vies humaines, il y avait des dégâts matériels. Et en échangeant, j'avais initié une loi qui devrait encadrer les secteurs de construction. Et dans ces cas-là, nous avons la loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre des architectes, qui est mon initiative. Et au cours de cette législature, même la législature passée, j'avais initié la loi référendaire. Parce que quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, on prévoit la loi électorale et la loi référendaire. Au même moment que nous pouvons organiser les élections, nous pouvons aussi un jour organiser le référendum. Mais depuis 2006, il n'y a jamais eu une loi qui donne la procédure à suivre pour organiser le référendum. J'avais initié cette loi en 2015 et il y avait des tollés généralisés. Pour les communs des mortels, quand on parle seulement de loi référendaire, on pensait que moi j'ai proposé la révision de la Constitution, on avait interprété dans tous les sens, dans toutes les directions, et cette loi n'avait pas été adoptée. J'avais également initié la loi sur les actes uniformes WADA, parce que dans les actes uniformes WADA, il y a les infractions qui ont été définies. Nous sommes membres de cette organisation régionale et on a laissé à chaque État le pouvoir de déterminer les peines à appliquer à chaque infraction déjà prévue dans les actes uniformes. Et jusqu'à ce jour, il n'y en avait pas. J'avais initié la loi sur les peines applicables aux actes uniformes WADA. La législature passée, c'était adopté à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce n'était pas adopté au Sénat. À la fin de la législature, toutes les lois qui ne sont pas adoptées par les deux chambres tombent caduques. Et c'était tombé caduque, il fallait reprendre. Et j'ai repris et la loi sur le référendum, et la loi sur les actes uniformes WADA, et la loi sur le parti politique. Donc, j'ai 3 initiatives qui sont en train de suivre leur cours normal à l'Assemblée nationale, et avec espoir que ces propositions de loi seront adoptées avant la fin de cette législature pour donner à la République les lois qui vont aider un jour à résoudre le problème qui se pose dans la communauté. Déjà, l'appellation pose problème. Quand vous dites loi Tiani, on vous dit qui peut initier une loi. C'est la Constitution qui le dit et non moi. L'article 30 de la Constitution 130 dit que l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement ou à chaque membre du Parlement. Donc, quelqu'un qui n'est pas membre du Parlement, qui n'est pas gouvernement, parce qu'on ne parle même pas des membres du gouvernement, on parle du gouvernement, ne peut pas avoir initié une loi. Et une loi ne peut pas porter son nom. Généralement, ça arrive. Et quelqu'un peut porter la loi initiée par quelqu'un d'autre. On ne le sait pas. On le fait dans le noir.
On peut initier une loi, vous dites que non, nous sommes architectes, nous sommes sages-femmes, nous voulons avoir une loi qui dans notre domaine. Vous cherchez un député, c'est vous qui avez le texte, vous appelez les députés dans le noir pour dire, voilà, nous voulons que nous n'avons pas le pouvoir de saisir le Parlement, nous ne sommes pas autorisés à initier une loi. Si vous pouvez nous aider, nous avons notre loi, allez lire, voir ce que vous pouvez corriger, comme ça vous allez porter ça. Personne ne saura que celui qui a rédigé ce X ou ce Y, on ne verra que le député qui vient déposer ou le gouvernement qui doit endosser ça. Mais ce que nous voyons avec la loi Tchani, c'est jamais vu. Quelqu'un tient des conférences, il a initié une loi, et en fait de compte, c'est quelqu'un qui vient avec ça. C'est comme quelqu'un qui fait le plagiat, ou qu'est-ce que nous allons dire? Or, le Noël Tchani, qui a le droit de réfléchir, on ne peut pas lui interdire ça, qui a le droit d'exprimer ses ambitions, on ne peut pas le lui interdire, ne devrait pas tenir des conférences sur la proposition de loi ou le projet de loi. Pour lui, là, on appelait ça projet, proposition, ou on appelait ça comment? Et aussi, on ne pouvait pas faire endosser à un député au grand jour. Il fallait le faire sans des tambours battants, sans que le public ne soit informé. La loi devrait porter en principe le nom peut-être de Singh Pouloulou qui a déposé ça, que de porter le nom de quelqu'un qui n'a pas qualité d'avoir le nom d'une loi. Et c'est pourquoi nous disons déjà, madame, au départ, quand vous dites la loi Tchani, moi je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui n'est pas député, qui n'est pas membre du gouvernement, puisse avoir une loi qui porte son nom. Ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. Mais quand cela ne tienne, comme ça a été déposé au Parlement, moi je me dis, l'initiative, la loi reconnaît à tout député, à tout sénateur la possibilité d'initier une loi. Oui, c'est normal. Tout député est libre d'initier une loi. Mais quand on initie une loi, il y a également l'opportunité. Je vous ai dit que j'avais initié une loi en 2015. Les gens avaient estimé que ce n'était pas opportun. Il y avait des interventions dans toutes les directions. On avait estimé que cette loi allait conduire le pays au chaos. Et on avait décidé de ne jamais programmer cette proposition de loi. Et moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que la priorité pour nous, c'est d'avoir une loi sur la congolité? Et qui dit Congolais de père et de mère, est-ce que c'est le fait d'être Congolais de père et de mère qu'on peut rendre service à la nation? Et moi, je prends plusieurs exemples. Il y a des Congolais de père et de mère qui sont en train de détourner le fonds, l'argent de la République, l'argent des contribuables congolais. Il y a des Congolais de père et de mère qui sont en train de détourner l'argent destiné aux militaires qui sont au front. Il y a les Congolais de père et de mère qui sont en train de piller la République pour aller construire en dehors du pays. Est-ce que les Congolais de père et de mère, aujourd'hui, constituent une priorité pour nous? Également, il y a ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, qui ont la passion de ces pays. Moi, je pense que l'objectif que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des lois qui divisent le peuple, c'est d'avoir les lois qui unissent le peuple. Et aujourd'hui, vous voyez les tollés que cette loi est en train d'amener. Vous voyez la frustration que cette loi est en train d'amener. Est-ce que cette loi va nous aider à résoudre un problème ou cette loi va nous aider à créer un problème? Ce sont là des questions. Moi, je me dis, avec ma petite expérience, moi, je pense que les Congolais de père et de mère, tout celui qui a la passion du Congo, tout celui qui habite la République démocratique du Congo, qui milite pour le développement de ce pays, qui milite pour le bien-être de ce peuple, qui milite pour la sécurisation de ce peuple, qui lutte contre la balkanisation de ce pays, c'est celui-là que moi je considère comme Congolais de père et de mère. Parce que nous qui sommes des Congolais de père et de mère, qu'est-ce que nous avons fait de cette République? Quel est le service que nous avons rendu à la population congolaise? À ces Congolais de père et de mère qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas de soins de santé appropriés. Et ce sont des Congolais de père et de mère. Moi, je connais ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, qui sont plus que les Congolais de père et de mère. Je ne rentre qu'à Lubumbashi. Quand vous arrivez à Lubumbashi, les bonnes maisons ou les bons immeubles, c'est pour quelqu'un qui n'a rien
des nationalités congolaises de père et de mère, qui a acquis la nationalité congolaise, je prends Nazem Nazembe. C'est lui qui a construit des jolies maisons à Lubumbashi, c'est Nazem. Il a acquis la nationalité congolaise. Mais quand il travaille plus que les Congolais de père ou de mère. Je connais un militaire qui est décédé il y a plus de 5 ans. Son nom est connu à travers la République. Le jeune Mamadou Ndala, qui n'était pas Congolais de père et de mère, qui s'est sacrifié pour la sécurité des Congolais de père et de mère. Mais il y a des Congolais de père et de mère qui sont en train de détourner l'argent, qui sont en train de faire tout pour que le Congo soit balkanisé, qui sont en train de semer l'insécurité à l'est du pays, que être Congolais de père et de mère, c'est ça l'idéal, ou l'idéal c'est aimer son pays, aimer là où on a désigné comme sa seconde patrie. Les Congolais de père et de mère, c'est celui qui a la passion de ce pays, c'est lui qui milite pour le développement de ce pays, c'est lui qui milite pour la paix de ce pays, c'est lui qui milite pour le bien-être du peuple congolais, c'est celui-là Congolais de père et de mère. Pas un détourneur de fonds, c'est lui qui pille la République, c'est lui qui insécurise la République, qu'il soit de père ou de mère, il n'a pas de place. Le message que nous lançons au peuple congolais aujourd'hui, c'est de garder dans la même direction pour le bien-être du peuple congolais. Et surtout, le message est adressé à notre jeunesse, qui est marginalisée aujourd'hui, qui est sans emploi, qui est sans eau ni électricité, mais qui est toujours manipulée pour des fins politiciennes. Et je demande à cette jeunesse de se réveiller de son profond sommeil, d'être vigilante, cette jeunesse, et de ne suivre que celui qui vient pour le bonheur du peuple congolais et non ceux qui les utilisent pour leur positionnement politique. Merci, chères dames et messieurs, d'avoir suivi notre entretien avec l'honorable Lucien Kassongo. Merci à toutes nos chaînes partenaires et à l'Hôtel Vénus, ainsi que l'équipe qui m'a accompagné. Et à bientôt avec un autre élu et sur une toute autre matière.